Elle supportait en silence. Jusqu'au jour où sa belle-sœur l'accusa de vol devant toute la famille. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que la vérité allait éclater, et faire tomber les masques, même les plus anciens. Reste jusqu'à la fin, car cette histoire te montrera que même les silences blessés finissent par parler, et que l'amour vrai, lui, ne reste jamais muet. Le soleil matinal baignait Abidjan de sa lumière dorée, et dans le quartier chic de Cocody, la villa des Diabaté s'éveillait lentement. Tout y respirait l'élégance, des murs blancs aux grandes baies vitrées, un jardin impeccablement entretenu, un calme que seule une certaine réussite pouvait s'offrir. C'est là que vivait Idriss Diabaté, 36 ans, ingénieur de formation devenu un entrepreneur influent dans le secteur du BTP. Idriss avait le profil du self-made man africain, ambitieux, travailleur et méthodique. En quelques années, il avait bâti un empire solide, fréquentant les ministres comme les investisseurs étrangers. Mais derrière ce succès étincelant, une seule chose comptait réellement à ses yeux, sa femme, Seynabou. Ils s'étaient rencontrés à l'université. Elle était douce, timide, passionnée par l'éducation et la culture. Idriss avait été séduit par sa simplicité, son calme, et sa fidélité aux valeurs profondes. Un an après leur mariage, elle avait quitté son poste dans une petite ONG pour se consacrer à leur vie commune. Leur couple respirait la tendresse, même si les emplois du temps d'Idriss ne lui laissaient que peu de temps à la maison. Le matin, il partait souvent très tôt, embrassant Seynabou sur le front avant de disparaître dans le balai quotidien de ses obligations. Le soir, elle l'attendait, le dîner soigneusement préparé, la maison en ordre, les lumières tamisées. Mais depuis quelques jours, une ombre planait sur ce tableau paisible, la présence de Fatoumata Diabaté, la grande sœur d'Idriss. Venue, disait-elle, pour se reposer quelque temps, elle avait emménagé sans vraiment prévenir. Idriss, par affection fraternelle, n'avait pas osé dire non. Seynabou, elle, avait accueilli Fatou avec politesse et chaleur. Mais dès les premiers jours, elle sentit une froideur. Fatou était critique, distante, et parfois cruelle dans ses remarques. Elle ne cachait pas son mépris pour le mode de vie trop simple de Seynabou, ni pour sa famille trop banale. Ce matin-là, Seynabou s'apprêtait à préparer le petit déjeuner. En descendant, elle trouva Fatou déjà installé au salon, feuille de thé à la main, la télévision à fond. « Tu es enfin debout », dit Fatou sans même la regarder. « Je croyais que dans ta famille, on se levait avant le soleil pour balayer la cour. » Seynabou resta figée, un léger sourire tendu sur les lèvres. Elle ne répondit pas. Elle avait appris, très tôt dans sa vie, que certaines paroles ne méritaient pas de réponse. Mais au fond de son cœur, elle sentait déjà que ce séjour allait mettre son mariage à rude épreuve. Les jours qui suivirent confirmèrent les craintes silencieuses de Seynabou. Fatoumata, pourtant logée, nourrie et entourée de toutes les attentions possibles, semblait déterminée à empoisonner chaque instant de la vie dans la maison. Elle trouvait toujours quelque chose à critiquer. Le lundi matin, Fatou s'installa dans la cuisine au moment où Seynabou préparait le petit déjeuner d'Idriss. Assise sur une chaise haute, elle fixait la jeune femme avec un regard aussi froid qu'un carrelage d'hôpital. « Tu fais encore cette bouillie trop sucrée ? Tu comptes le rendre diabétique avant 40 ans ou quoi ?» Seynabou, accoutumée à l'humilité, garda son calme. « C'est ce qu'il aime. Il me l'a demandé hier soir. » Un homme ne sait pas toujours ce qui est bon pour lui. Et toi, tu n'as même pas le sens de l'équilibre nutritionnel. Tu crois vraiment que tu es à la hauteur de son niveau de vie ? Ce genre de remarque était devenu quotidien. En public, Fatou restait polie, mais dès qu'elle se retrouvait seule, elle enchaînait les humiliations. Elle insinuait que Seynabou n'avait rien apporté au foyer, que ses manières étaient de village, que sa famille ne méritait pas d'être associée aux Diabaté. Ce qui blessait le plus Seynabou, c'était le silence d'Idriss. Quand elle essayait de lui parler, il minimisait. « C'est juste Fatou. Elle est comme ça avec tout le monde. Elle te teste ? C'est une femme forte. » Mais cette force devenait insupportable. Un jour, Fatou renversa volontairement un plat que Seynabou avait mis des heures à préparer pour un dîner important. Un autre jour, elle accusa la jeune femme d'avoir mal lavé ses vêtements de marque. Elle ne manquait jamais une occasion d'humilier, et Seynabou, par respect pour son mari, encaissait encore et encore. Seul Mamadou, le chauffeur, semblait remarquer le manège. Parfois, il croisait Seynabou dans la cour, les yeux rouges, le regard fuyant. « Ça va, Madame Zena ?» demandait-il doucement. « Ça va, Mamadou.
Ne t'inquiète pas. Mais Mamadou s'inquiétait. Et un jour, il allait jouer un rôle clé dans le destin de cette maison. Un samedi ensoleillé, Idriss organisa un déjeuner en l'honneur d'un investisseur venu de France. Sénabou s'était démené toute la semaine, choix du menu, décoration, repassage des nappes en lin, vérification des couverts. Elle voulait que tout soit parfait. Pas pour briller, non. Pour honorer le nom de son mari. Fatou, quant à elle, n'avait rien aidé. Mais à l'arrivée des invités, elle descendit les escaliers vêtue d'un ensemble en pagne signé, les bras chargés de bijoux et le sourire hypocrite vissé sur le visage. « Bienvenue, monsieur Gilbert. » lança-t-elle en serrant la main de l'invité, comme si elle était l'hôtesse des lieux. « Idriss est comme un lion ici. Vous êtes entre de bonnes mains. » Sénabou sourit, poliment, en silence. Mais à l'intérieur, elle sentit son cœur se serrer. Fatou aimait s'accaparer les honneurs. Le repas se déroula sans accroc, grâce au professionnalisme de Sénabou. Mais au moment du dessert, alors qu'Idriss était en train de discuter dans le salon avec ses invités, Fatou frappa un grand coup. Dans un murmure parfaitement audible à la tablée, elle déclara. « Il faut reconnaître que c'est bien présenté. Je ne savais pas qu'une femme sans formation pouvait avoir ce sens du goût. Tu m'épates, Sénabou. » Un silence glacé suivit. Les invités, gênés, feignirent de ne pas comprendre. Sénabou, elle, sentit ses joues s'enflammer. Elle força un sourire, mais son regard se perdit un instant dans le vide. C'était trop. Idriss n'entendit pas. Il était absorbé par ses affaires. Et comme toujours, il manqua l'essentiel. Ce soir-là, une larme glissa sur la joue de Sénabou pendant qu'elle rangeait la vaisselle. Elle l'essuya rapidement, avant qu'Idriss n'entre dans la cuisine. Il lui demanda si tout s'était bien passé. Elle répondit. Oui, tout s'est bien passé. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose s'était brisé. Et ce n'était que le début. Le mois suivant fut un long tunnel de souffrance silencieuse pour Sénabou. Chaque matin, elle s'éveillait avec une boule au ventre à l'idée de croiser Fatoumata. Chaque repas partagé, chaque discussion au salon, devenait un chant de mines émotionnelles. Idriss, absorbé par la signature d'un grand contrat avec une entreprise chinoise, passait ses journées au bureau ou en déplacement. Il ne voyait rien. Ou ne voulait rien voir. Un samedi matin, Sénabou décida de faire le ménage elle-même dans le salon, pour s'occuper l'esprit. Fatou entra à ce moment-là, une tasse de café à la main. Elle observa Zéna quelques secondes, puis lâcha d'un ton cinglant. « Voilà à quoi tu es bonne. Le chiffon te va mieux qu'une robe de soirée. » Sénabou se retourna lentement. Elle avait les yeux rougis par l'effort, mais aussi par une profonde lassitude. « Je le fais de bon cœur. C'est notre maison, après tout. » Fatou eut un rire sec. « Notre maison ? Non ma chère. Cette maison appartient à mon frère. Tu es là, par extension. Ne l'oublie jamais. » Ce fut une claque invisible, mais violente. Sénabou sentit quelque chose en elle se fissurer. Quelques jours plus tard, alors que la maison s'apprêtait à accueillir les membres de la famille pour la cérémonie du souvenir en hommage à leurs parents défunts, Sénabou redoubla d'efforts pour tout organiser. Elle voulait que ce jour soit paisible, que chacun ressente la chaleur familiale, même Fatou. Elle alla même jusqu'à repasser la tenue traditionnelle de cette dernière et fit préparer un plat spécial rien que pour elle. Mais le jour même, alors que les invités commençaient à arriver, Fatou déclencha une tempête. Au milieu du salon, elle cria. « Mon collier d'or a disparu. Celui de maman. Quelqu'un l'a volé dans ma chambre. Et je n'ai pas besoin d'être devineresse pour savoir qui aurait intérêt à s'en emparer. » Elle jeta un regard lourd de sens vers Sénabou. Un silence tomba sur la pièce. Tous les regards se tournèrent vers la jeune femme, décontenancée, figée. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» souffla Zéna, la voix tremblante. « Oh, je ne fais que constater. Tu es la seule à entrer dans la maison sans méfiance. Et puis, on sait bien que ta famille n'a jamais touché à l'or. » Une onde de choc traversa l'assemblée. Idriss, alerté par les cris, arriva en courant. Il trouva sa femme bouleversée, les yeux pleins de larmes, et sa sœur campée au milieu de la pièce comme une procureure cruelle. C'en était trop. Quelque chose avait franchi la ligne rouge. Et ce jour-là, la vérité décida de frapper à la porte. Idriss, encore sous le choc, tenta de calmer la situation.
Il leva les mains. Du calme. Fatou, es-tu sûr que tu n'as pas simplement mal rangé ce collier? J'ai cherché partout, Idriss. Et elle, dit-elle en pointant Sénabou, elle a eu accès à ma chambre. Pose-toi les bonnes questions. Sénabou, tremblante, ne put que murmurer. Jamais je n'aurais osé faire ça. La tension dans la pièce était insoutenable. Certains membres de la famille baissèrent les yeux, gênés. D'autres échangeaient des regards soupçonneux. L'image de Sénabou, douce et dévouée, vacillait dangereusement. Alors, contre toute attente, Mamadou, le chauffeur, s'avança doucement. Il tenait quelque chose dans la main, un petit sac de soie rouge. Tous les regards se tournèrent vers lui. Monsieur Idriss, excusez-moi. Mais je ne peux pas me taire. Il s'adressa à tous, la voix posée mais ferme. Hier, en lavant la voiture de Madame Fatou, j'ai trouvé ce sac glissé sous le siège avant. Je ne savais pas ce que c'était. Mais ce matin, j'ai compris en entendant l'histoire. Voici le collier. Il tendit le sac à Idriss. Ce dernier l'ouvrit, et découvrit le collier disparu. Exactement celui que portait leur mère autrefois. Tous les yeux se tournèrent alors vers Fatoumata. Ah, comment ça, dans ma voiture? Bafouilla-t-elle. Ce n'est pas possible. Mais son visage avait pâli. Sa posture raide trahissait une panique mal dissimulée. Peut-être que tu l'as mis là par mégarde? Tenta Idriss, la voix serrée. Fatou ne répondit pas. Elle s'assit lourdement. L'atmosphère était devenue électrique. Sénabou, silencieuse, observait la scène, les mains jointes sur son ventre, contenant ses larmes. Un murmure parcourut la pièce. Tous comprenaient. Fatou avait menti. Et elle avait accusé, humilié, sali une femme innocente par jalousie. Alors Idriss se tourna lentement vers sa sœur, puis vers sa femme. Il s'approcha de Zéna, prit sa main, et déclara. Je suis désolé. Devant tout le monde ici. Je ne t'ai pas protégé comme je l'aurais dû. Mais plus jamais je ne te laisserai traverser ça seule. Un tonnerre de silence suivit. Puis un léger soupir. La vérité, parfois, a le goût amer d'une gifle. Mais elle guérit mieux que les mensonges. Le lendemain matin, un silence glacial régnait dans la maison. Le collier avait été remis à sa place dans la boîte à bijoux d'Idriss, et les invités de la veille étaient repartis, tous avec la même histoire à raconter. Une vérité que personne n'osait exprimer à voix haute, mais que tous avaient bien comprise, Fatoumata Diabaté avait menti. Et elle avait tenté de salir l'honneur d'une femme qui ne lui avait jamais causé de tort. Fatou, elle, restait enfermée dans sa chambre. Pour la première fois, elle semblait réellement fragilisée. Elle qui se pavanait comme une reine depuis son arrivée, se tairait maintenant dans le silence, incapable d'affronter les regards. Elle n'avait même pas pris son petit déjeuner. Idriss, de son côté, était assis sur la terrasse, les yeux perdus dans le vide. Il revoyait toutes les scènes qu'il avait volontairement ignorées, les petits pleurs étouffés de Séna dans la chambre, les pics de Fatou qu'il balayait d'un revers de main, les silences de Mamadou. Il comprenait désormais. Et la honte lui collait à la peau. Dans l'après-midi, il monta dans la chambre de sa sœur. Elle était allongée sur le lit, les rideaux tirés. À son entrée, elle se redressa. « Je suppose que tu viens me chasser, dit-elle d'une voix amère. Idriss resta debout, impassible. J'aurais préféré ne jamais en arriver là, Fatou. Mais ce que tu as fait, c'est impardonnable. Tu as essayé de détruire mon mariage, de salir une femme qui t'a toujours accueilli avec respect. Fatou détourna les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne trouvait pas les mots. Aucune justification ne tenait face à la vérité nue. Je t'ai toujours protégé, moi. Tu étais mon petit frère, j'ai sacrifié tellement de choses pour toi. Et tu crois que ça te donne le droit d'humilier ma femme? De jouer avec sa dignité? Tu as franchi une ligne, Fatou. Il marqua un silence, puis ajouta, d'une voix ferme. Tu dois partir. Fatou éclata en sanglots. Des larmes violentes, celles de l'orgueil brisé. Tu choisis une étrangère à ta propre sœur? Idriss la regarda avec calme. Je choisis la justice. Et l'amour. Deux choses que tu as piétinées ici. Ce soir-là, Fatou quitta la maison avec une petite valise. Aucun au revoir. Aucun regard en arrière.
La reine était tombée, et personne n'avait applaudi. Lorsque Fatoumata partit, un vent léger sembla balayer la villa. Comme si les murs eux-mêmes respiraient à nouveau. Le personnel retrouva le sourire. Sénabou, elle, passa les premières heures dans un silence étrange, entre soulagement et vide. Elle n'avait pas souhaité cela. Elle ne voulait pas de conflit. Mais elle avait été humiliée, salie, et Idriss, enfin, avait choisi de la défendre. Le soir venu, Idriss la retrouva dans le jardin. Elle arrosait les fleurs, concentrée sur ses gestes. Zéna. Elle ne se retourna pas. J'ai été un idiot, continua-t-il. J'ai fermé les yeux, alors que tu souffrais sous mon toit. Je t'ai laissé seule face à l'humiliation. Elle se tourna lentement. Ses yeux étaient calmes, mais chargés de douleur. Tu m'as abandonné, Idriss. Pas une fois, pas deux, mais chaque jour où tu faisais semblant de ne rien voir. Il s'approcha, prit ses mains entre les siennes. Je sais. Et je te demande pardon. Du fond du cœur. Elle soupira, les larmes lui montant aux yeux malgré elle. Tu m'as manqué. Pas l'homme puissant. Toi, mon mari. Mon ami. Il la serra contre lui. Longuement. En silence. Ce fut une étreinte pleine de reconnaissance, de regret, mais surtout d'un amour renouvelé. Dans les jours qui suivirent, la maison retrouva peu à peu sa sérénité. Idriss passait plus de temps à la maison. Il parlait moins de contrats, et plus de souvenirs. Sénabou, elle, recommença à sourire, à rire même, parfois, comme avant. Et puis, quelques semaines plus tard, une nouvelle bouleversa à nouveau leur vie. Sénabou était enceinte. Lorsqu'elle l'annonça à Idriss, il resta un moment figé, les yeux écarquillés, avant de l'embrasser longuement, ému, presque enfantin dans sa joie. Cette grossesse, c'était plus qu'un enfant. C'était un symbole. Une renaissance. Un pardon. Une promesse. On l'appellera Sédina, dit Zéna un soir, en caressant son ventre. C'est un beau nom, murmura Idriss. Un nom de paix. Et sans le savoir, il venait de semer la graine d'une réconciliation encore inattendue. Les mois passèrent doucement, rythmés par les battements du cœur de Sénabou et les caresses tendres de Idriss sur son ventre arrondi. La grossesse se déroulait sans complications, comme si la vie, après tant d'ombre, décidait enfin de leur offrir un peu de clarté. La maison vibrait d'une énergie nouvelle. Chaque matin, Idriss s'éveillait avec l'envie de voir son fils ou sa fille grandir dans la paix, loin des conflits et des rancunes. Mais dans un quartier plus modeste de Yopougon, Fatoumata vivait en recluse. Depuis son départ précipité de la villa, elle n'avait plus vraiment repris pied. La solitude, qu'elle croyait dompter, s'était changée en remords. Chaque jour, elle se repassait la scène du collier, le regard de Sénabou, la voix brisée de son frère, sa propre honte. Elle avait tout gâché. Un jour, en faisant quelques courses, elle croisa Mamadou, le chauffeur. Il hésita à la saluer, mais elle le précéda. « Mamadou, comment va la maison ?» Le vieil homme lui répondit poliment. « Bien, madame. » Et, madame Zéna attend un enfant. Bientôt, même. Fatou sentit un frisson lui parcourir le dos. Un enfant. Ce mot résonna étrangement dans sa poitrine. Un avenir qu'elle avait presque empêché de se construire. Ce soir-là, pour la première fois, elle écrivit une lettre, tremblante, maladroite, qu'elle n'envoya pas. Mais les semaines suivantes, les lettres s'accumulèrent. Des mots d'excuses. Des souvenirs. Des regrets. Et une volonté sincère d'être pardonnée. Finalement, elle en choisit une, la glissa dans une enveloppe, et l'adressa à son frère. Elle ne savait pas s'il répondrait. Quelques jours plus tard, une surprise inattendue lui parvint, une invitation. Un carton simple, orné d'un ruban ivoire, où l'on pouvait lire. Idriss et Sénabou ont la joie de vous inviter à la cérémonie de présentation au nom du petit Sédina. Famille seulement. Au dos, une note manuscrite de Sénabou. Le pardon commence souvent par un pas en arrière. Aujourd'hui, nous faisons un pas vers vous. Fatoumata pleura. Pas de honte. Mais d'humilité. Peut-être que tout n'était pas perdu. La cour était décorée de draps blancs et de lampions couleur sable. Des femmes en boubou chamarré s'affairaient à dresser les tables, pendant que des griots entonnaient des bénédictions au rythme des balafons. C'était une belle journée à Abidjan,
et le petit Sédina allait recevoir son nom devant sa famille réunie. Sénabou, vêtue d'un pagne bleu nuit rehaussé d'or, rayonnait. Elle tenait son bébé contre elle, et à ses côtés, Idriss n'avait Dieu que pour eux. Autour, les cousins, les tantes, les anciens, tout le monde était là. Ou presque. Jusqu'à ce qu'une voiture discrète se gare à l'entrée de la cour. Fatoumata en sortit, vêtue d'un cabas sobre, le regard hésitant. Les conversations s'arrêtèrent quelques secondes. Certains la fixèrent, d'autres murmurèrent. Elle avança à petits pas, un tissu noué entre ses mains moites. Sénabou la vit en premier. Leur regard se croisa. Il n'y avait ni colère, ni mépris. Juste un silence. Un moment suspendu. Fatou s'approcha, posa un genou à terre et dit d'une voix étranglée. « Pardon. Pour tout. J'ai agi par orgueil, par peur de perdre ma place. Mais je reconnais mes fautes. Et si vous m'autorisez, j'aimerais bénir cet enfant. » Sénabou, les yeux brillants, ne répondit pas tout de suite. Puis elle tendit doucement le petit Sédina à sa tante. « Il est à vous aussi, Fatou. Mais ne blessez plus jamais ceux qui tendent la main. » Fatou le serra contre elle, des larmes plein les joues. Idriss, témoin de la scène, sentit une paix étrange l'envahir. Ce jour-là, il comprit qu'un homme peut perdre sa famille, ou la reconstruire, si chacun accepte d'avancer, même brisé, vers la lumière. Et dans la cour, au son des chants et des bénédictions, le pardon dansait comme un vent doux, effaçant les cicatrices sans jamais nier leur existence. Un an s'était écoulé depuis la cérémonie du nom. Le petit Sédina, curieux et énergique, rampait déjà dans toute la maison, explorant les moindres recoins de la grande villa de Cocody. Son rire cristallin résonnait dans les couloirs, comme une musique nouvelle, un rappel vivant que la vie pouvait jaillir même dans les maisons qui avaient connu la douleur. Sénabou, elle, avait retrouvé toute sa lumière. Loin de l'ombre écrasante de Fatoumata, elle s'était reconstruite en profondeur. Elle n'était plus simplement la femme douce et discrète. Elle était devenue une épouse ferme, une mère protectrice, et surtout, une femme consciente de sa propre valeur. Chaque jour, elle élevait son fils avec une tendresse tranquille, et regardait Idriss avec une confiance que rien ne venait plus troubler. Idriss, de son côté, avait changé. Son regard sur la vie, sur le rôle d'un mari, d'un frère, d'un homme, avait mûri. Il n'était plus cet homme qui fuyait les conflits pour préserver l'harmonie apparente. Il avait compris que le silence face à l'injustice était une forme de trahison. Il avait choisi d'aimer autrement, en étant présent, protecteur, et juste. Le passé ne s'effaçait pas, mais il avait appris à s'en nourrir. Quant à Fatoumata, elle venait désormais chaque dimanche. Toujours discrète, parfois en retrait, mais sincèrement repentante. Elle ne cherchait plus à dominer. Elle venait avec des jouets pour Sédina, des plats qu'elle apprenait à cuisiner en cachette, et des gestes maladroits d'affection. Elle n'était plus la sœur arrogante. Elle était devenue la tante qui écoute, qui apprend, et qui essaie. Et ça, Sénabou l'avait accepté. Un matin, sur la terrasse, Sénabou et Fatoumata prenaient le thé pendant que Sédina dormait. Le ciel était clair, le jardin parfumé. « Je n'ai pas été digne de toi, dit Fatou, la voix douce. Mais je suis heureuse d'avoir eu une seconde chance. » Sénabou hocha la tête. « Ce que tu as fait m'a blessé. Mais ce que tu deviens me guérit. » Fatou baissa les yeux, ému. « Et lui, dit-elle en désignant le petit, il est notre lien maintenant. » Non, corrigea Sénabou, un sourire paisible aux lèvres. L'amour est notre lien. Et dans le silence qui suivit, il n'y avait plus de rancune. Seulement la paix. Une paix chèrement acquise, précieuse, et vivante. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons profondes et universelles, à la fois sur le plan personnel, familial et moral. Le silence face à l'injustice est une forme de trahison. Idriss aimait sa femme, mais en ne la défendant pas, il a permis qu'elle souffre. Les blessures invisibles sont souvent les plus profondes. Sénabou ne criait pas, ne frappait pas, mais elle était brisée à l'intérieur. La jalousie peut détruire même les liens de sang. Fatoumata, aveuglée par l'orgueil et la possessivité, a presque fait éclater une famille. Un mensonge peut briser une réputation, mais la vérité finit toujours par ressurgir. Grâce au courage de Mamadou, la lumière a été faite sur l'injustice. Le pardon n'est pas la faiblesse, c'est la force de ceux qui choisissent de guérir. Sénabou a choisi de tendre la main à Fatou, malgré tout.
La famille, ce n'est pas seulement les liens du sang, c'est aussi le respect mutuel. Idriss a compris que protéger sa femme, c'était aussi honorer sa famille. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de partager autour de vous. Votre soutien nous aide énormément à continuer.